Merci Eric et merci à toute l'équipe de l'IFV de m'offrir la possibilité, de nous offrir la possibilité de coincer la bulle. C'est une étude qui a été faite par France Agrimaire et Agrex Consulting qui est sortie en juillet 24, qui est assez précise pour nous donner le volume produit aujourd'hui dans le monde. C'est 30,7 millions d'hectos, mais ce qui est intéressant, et les collègues l'ont dit, c'est la progression de 59% en 20 ans dans les vins effervescents. Donc c'est une vraie réussite. Il y a 4 pays principaux producteurs qui représentent 70% du volume de vins effervescents. C'est évidemment l'Italie avec le Prosecco, c'est derrière la France avec le champagne et les créments, c'est l'Espagne avec les cavas, et j'en oublie un, c'est l'Allemagne. Puisqu'on m'a demandé de parler des méthodes, eh ben vous voyez ici que j'ai isolé l'histogramme qui montre que la méthode principale, c'est la méthode Charmat sur les dernières années. La méthode traditionnelle talonne. Et puisqu'on parle de la gazéification, ben vous voyez que c'est finalement un trait dans la production, c'est vraiment relativement peu développé. Quand on entend la méthode par transfert, c'est la méthode ancestrale. Là encore, pour essayer de vous aiguiller au mieux dans la production, vous allez tout de suite comprendre ce que j'ai voulu montrer, puisque dès lors qu'on s'attaque à produire en bouteille, comme les méthodes traditionnelles, ou voilà, en méthode traditionnelle en tout cas, c'est tout de suite lié à une immobilisation des stocks. Donc, des coûts plutôt importants. Si on veut copier l'économie de la bière, qui est une des pistes, ben, il faut aller vers les vinifications et l'élaboration des méthodes en cuve close ou en gazéification. Et on voit que tout de suite, c'est plus simplifié. L'avantage peut-être de la cuve close, c'est que ça nous offre quand même la possibilité de faire aussi des vins mousseux de qualité et des vins mousseux. Donc ça offre peut-être une autre vision et une autre diversification qu'un vin gazéifié. Allez, on en parle, on rentre dans la technique. Parlons de méthode Charmat. Alors la méthode Charmat, c'est ni plus ni moins, c'est copié de la méthode traditionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire une prise de mousse, c'est-à-dire une seconde fermentation alcoolique dans un milieu clos, qui là n'est pas une bouteille, mais est une cuve résistante à la pression. Donc évidemment, on est contraint à des paramètres analytiques, où j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui vont forcément être définis par cette reprise de fermentation. On le reverra aussi, une stabilisation tartrique et calcique, j'insiste, sur le vin de base. On reviendra aussi sur les différentes méthodes. Et à partir de là, le vin de base, on va le refaire fermenter. C'est-à-dire qu'on va préparer dans la cuve close une miction à partir de sucre, une liqueur de tirage, sucre ou MCR. La base, c'est 24 grammes par litre pour être exact. Ça, c'est la recette des champagnes et des créments pour obtenir 6 barres de pression à 10 degrés. On va introduire également un levain, c'est-à-dire qu'on va préparer les levures au milieu hostile qui est de vin de base, et puis on va leur demander quand même de bosser, hein, d'aller consommer ces sucres et de produire du CO2, du gaz dissous. Pour ça, je fais une petite aparté justement sur le matériel. Et là, je vous ai mis 2 photos de cuve close. La cuve close, elle est d'abord résistante à la pression. Elle est garantie 9 bars par les fabricants. Elle peut être en inox, en acier époxy, de 50 à 1200 hectos, mais tous les volumes sont possibles. Elle est horizontale ou verticale. Là, il s'agit de pouvoir travailler les lits et de travailler l'élevage sur lit, donc c'est important. Muni d'un agitateur, c'est indispensable. Indispensable pourquoi? Dans la deuxième photo que je vous mets, la photo qui est à droite, les cuves, elles font 15 mètres de haut. Les levures, même quand elles travaillent, elles ont tendance à rester dans le bas de la cuve. Donc, grâce à l'agitateur, on va leur donner accès au sucre qui est dans la partie supérieure de la cuve. Et elles sont aussi équipées d'un manomètre, que ce soit dans le liquide, dans la phase liquide ou dans l'espace de tête. Donc, c'est vraiment un matériel spécifique. On continue, on a mis notre vin en miction, on ferme les vannes de la cuve, même les vannes du dessus, les portes et les vannes du dessus. Et là, on va commencer la prise de mousse, la seconde fermentation alcoolique en cuve. On va pouvoir gérer la température. Une gestion de température en cuve close, c'est à peu près de 12 à 25 degrés Celsius. Pourquoi? Pour gérer la rapidité de la prise de mousse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre 3, 4, 5 jours, ou alors
beaucoup plus, si on veut beaucoup plus à basse température. On va être entre 4 et 6 semaines. On va pouvoir gérer l'activité levurienne et puis aussi le risque d'explosion, ce qui n'est pas anecdotique. Même si les cuves, elles sont équipées de petites soupapes de sécurité, voilà, elles sont éprouvées à 9 bars. Et puisque je vous prenais l'exemple tout à l'heure des 6 bars à 10 degrés, telle une effervescence type champagne ou crément, eh ben 6 bars à 10 degrés, c'est 8,2 bars à 20 degrés, 8,3 pardon, à 20 degrés. D'où la limite des 25 degrés Celsius pour mener la prise de mousse. Je parlais tout à l'heure d'un 24 grammes par litre. Il faut savoir qu'en général, en cuve close, on peut être sur des concentrations en sucre un peu inférieures et donc des pressions inférieures. Une fois que la prise de mousse est terminée, temps d'élevage plus ou moins long, à votre discrétion, selon le choix. On va se débarrasser des lits de fermentation, des lits de prise de mousse par une filtration qui peut être tangentielle sur terre ou centrifugeuse, avant de préparer les vins. Et là, on choisit de mettre ou pas une liqueur d'expédition. Sucrée, tannisée, sulfitée, c'est pareil, c'est le choix. Voilà, on peut imaginer un cocktail, on peut tout imaginer à ce stade. Et on finira par une filtration fine, module ou membrane, avant de faire une mise en bouteille isobarométrique. Alors ça, je voulais revenir là-dessus parce que là encore, c'est un matériel qui est spécifique. Donc vous voyez au-dessus, le système, à partir du moment où dans la cuve, il a une pression et une concentration en CO2, on est obligé de le conserver forcément. Donc on est dans un système isobar. C'est l'équilibre des pressions. C'est-à-dire qu'on maintient la pression de la cuve de départ à la cuve d'arrivée. Il faut que ce soit en équilibre. La tireuse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un système de levier qui vient mettre en contact le contenant avec le bec injecteur et qui va faire l'équilibre entre la bouteille et la cuve de tirage. C'est impératif, sinon on provoquerait des dégazages et une mousse abondante qui ferait qu'on ne pourrait pas mettre en bouteille. Donc c'est l'équipement indispensable. Et voilà, on est dans un système isobar. Alors on peut utiliser du CO2, de l'azote, c'est les gaz majoritaires. Air comprimé, on est vraiment dans une génération un peu plus ancienne et on a appris de nos erreurs, donc on ne le conseille plus, l'utilisation à l'air comprimé. Changement de méthode, gazéification. À partir d'un vin de base également, on a des paramètres analytiques qu'on développera par la suite. Pour les mêmes raisons sur lesquelles je vais revenir après, une stabilisation tartrique et calcique, on filtre. Et puis, depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises, l'OIV et l'Europe a autorisé l'utilisation de contacteurs membranaires. Donc c'est une paroi qui est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle est capable, elle a une affinité avec le gaz et avec le vin. Par courant inverse, le gaz qui est d'un côté de cette membrane-là va croiser en sens inverse le vin et grâce à cette membrane hydrophobe, il va y avoir un transfert de CO2 et donc on va dissoudre du CO2 et gazéifier le produit. Ça se fait en ligne, en direct, avant une mise en bouteille, isobar aussi. L'intérêt, c'est qu'on passe une canette, on passe un fût, on passe une bouteille, un volume voulu, on gère le niveau de CO2. S'il est trop élevé, on en met un peu moins et inversement, et ça se fait en direct. C'est la gazéification. Alors, maintenant, j'ai besoin quand même de revenir un petit peu sur la présence de la bulle. Quand on fait des vins effervescents, c'est le vecteur de communication. On a besoin que la bulle, elle se voit. Et pour voir la bulle, je relate les travaux de Gérard Liger-Belair. La bulle, son origine, elle passe par une fibre creuse qui, vous le voyez dans la photo de droite, a piégé une petite bulle d'air. Le CO2, il est dissous dans le liquide et il n'a qu'une envie, comme beaucoup de monde, comme nous tous peut-être, c'est de se détendre. Le CO2, lui, quand il veut se détendre, il veut prendre sa forme gazeuse. Donc il se précipite vers cette petite bulle d'air et puis il va former une bulle, voilà, de forme sphérique. Et puis enfin, elle va décoller. Vous l'aurez compris, une fibre creuse. Alors c'est une fibre de cellulose, elle peut être dans l'air, elle peut venir du chiffon, elle peut être gravée dans le fond du verre aussi. Cette fibre creuse, c'est ce qu'on appelle un site de nucléation.
une fibre creuse, un site de nucléation, une bulle. Un train de bulles, je devrais dire. Alors justement, c'est bien, hein, les fibres creuses, on en a besoin dans nos effervescents, mais il y a quand même une problématique. La problématique, c'est quand on a affaire à un cristal, un sel de tartre ou un sel de calcium, qui représente, vous le voyez dans la photo qui est un peu orangée, c'est grossi, mais qui représente une multitude de sites de nucléation. Et on le voit sur la photo à gauche, on devine en dessous un sel de tartre, et ce n'est pas une bulle qui naît de cette fibre creuse, c'est une multitude. Et quand il y a une multitude de bulles, il y a ce qu'on appelle un phénomène de gerbage. Le gerbage, c'est typiquement le mentos qu'on met dans le soda. C'est exactement pareil. Donc c'est un jaillissement énergique du liquide en dehors de la bouteille. Alors bon, quand ça se fait à la cave, c'est déjà pas agréable, mais quand ça se fait sur la table du restaurant, c'est rédhibitoire. Donc, stabilisation tartrique impérative, quel que soit le vin effervescent. C'est fonctionnel. Pour ça, méthode de stabilisation tartrique et calcique qu'on connaît tous, l'électrodialyse, la résine échangeuse, le passage au froid au double sel, bitartrate de potassium et tartrate neutre de calcium, ou alors on peut avoir recours aux méthodes additives. Les méthodes additives, il y a toujours des discussions de leur efficacité vis-à-vis des sels de calcium notamment. Alors, même si Bertrand Robillard, qui est le directeur de la R&D à l'IOC, est en train de publier un article où il a fait des manips qui vont prouver que la CMC, la gomme de cellulose, stabilise le tartrate de calcium. Mais c'est quand même, ça reste, ces méthodes additives, elles vont dépendre d'un statut d'additif et donc elles seront soumises à l'étiquetage. Je fais juste une parenthèse sur les instabilités calciques. On sait que la concentration en calcium aujourd'hui augmente énormément d'année en année, surtout en année sèche, et que le réchauffement climatique bouleverse les équilibres de pH et de degré alcoolique. Et donc on incite, ces paramètres sont dangereux pour les instabilités calciques. Donc attention, ne pas négliger cette instabilité calcique, on en voit de plus en plus et ça fait vraiment partie des incidents dans l'élaboration de vins effervescents. Un petit focus sur l'électrodialyse qui stabilise, elle, vis-à-vis des deux sels, potassium et calcium. Et puis surtout, elle a un intérêt qui n'est pas négligeable sur l'effet du pH parce qu'elle a tendance à diminuer le pH. Et on aime quand même plutôt des vins effervescents plutôt tranchants, plutôt acidulés. Donc on va pouvoir piloter aussi le pH avec l'outil de l'électrodialyse. Alors là, on continue maintenant dans la deuxième partie, et le regard qui attire l'élaborateur de vins effervescents. Et ça passe par les molécules tensioactives. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des éléments qui sont hydrophiles d'un côté, hydrophobes de l'autre, et qui viennent vraiment à la périphérie de la surface, à la surface de la bulle. Là, je vous resitue, on est dans l'ascension de la bulle. Elle est partie de sa petite fibre creuse et elle évolue et elle va aller... c'est ici. Et elle va aller se stabiliser jusqu'au-dessus. Alors, elle peut avoir des petits mouvements, parfois un peu forme galette, en fait, où elle s'écrase, mais au final, la stabilité, elle est vraiment à la surface, elle est vraiment constituée d'une multitude de bulles, de microbulles. Elle grossit pendant son ascension parce que le CO2 qui est dissous diffuse à travers la paroi de la bulle et va la faire grossir et donc offre une surface plus importante de tensioactifs. Plus on a de tensioactifs, plus la bulle au sommet sera stable. Le cordon, la collerette qu'on apprécie dans une dégustation de vin effervescent sera vraiment stable à la surface de la bulle. Alors, la bulle de la bière ou la bulle de l'effervescent, laquelle est la plus fine? Je pose la question à tous ceux qui sont amateurs, et j'en doute pas qu'il y en a dans la salle, qui accordent vraiment du temps et qui se donnent pour faire cette comparaison. Étrangement, c'est la bière qui a une bulle plus fine. Donc, elle a une bulle parfois tellement fine qu'elle va jusqu'à produire une mousse presque sèche. Alors ça, on a fait beaucoup avec les brasseurs. Il y a eu des gros travaux avec les brasseurs et on a identifié que ces molécules tensioactives, elles sont composées essentiellement de protéines et de polysaccharides.
Il y en a beaucoup dans la bière, il y a donc une mousse abondante. Il y en a peu dans le vin. C'est quelque chose à regarder, ça doit contribuer à ce qu'on appelle la moussabilité. Alors, tous ceux qui élaborent du vin aussi, ils se disent ouais, les protéines, t'es gentil, mais en fait, quand il y en a trop, il y a des instabilités colloïdales. Alors, la concentration en protéines, elle évolue en fonction de la maturité, en fonction du cépage. C'est vraiment multiparamétrique. Et en plus, nous, en tant qu'œnologue conseil, on a toujours du mal à dire il faut traiter de cette façon-là parce que tu comprends, il faut que tu en aies un peu pour que ça mousse, mais en même temps, il ne faut pas que tu en aies trop pour que ça s'instabilise. Donc, c'est très difficile, vous l'aurez compris, cette ascension de la bulle et cette collerette qui est gazeuse, c'est un phénomène qu'on ne peut pas piéger. Donc, on a beaucoup de mal à pouvoir travailler dessus. Alors, ceux qui ont fait le DNO à Reims, il y a quelques années peut-être, ont entendu parler de Mosalux. C'est des outils qui ont dégrossi le problème il y a quelques années, mais qui sont perfectibles. Et on a besoin de travailler encore dessus. Il y a encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Aujourd'hui, Richard Marchal, qui est un prof de la fac de sciences et prof au DNO, et Bertrand Robillard ont travaillé sur cette instabilité protéique. Et puisqu'ils sont champenois, ils se sont servis en vin de base champagne. Et ils ont montré que la bentonite, c'est l'outil suffisant pour stabiliser protéiquement et puis avoir cet équilibre entre on en veut un peu, mais pas trop. On est dans des méthodes Charmat, donc cuve close et gazéification. Je ne parle pas de méthodes traditionnelles qui vont utiliser un adjuvant de remuage à partir de bentonite, donc où on va aller vers la stabilité protéique. Je ne parle pas non plus du temps d'élevage qui, lui, va plutôt relarguer des polysaccharides levuriens et qui, lui, va contribuer à cette stabilité de la mousse. On n'en parle pas dans nos deux méthodes, dans les méthodes pour lesquelles je suis venue aujourd'hui. Alors maintenant, on va préparer le vin de base. 2 minutes, ça va aller. La qualité du vin effervescent dépend en grande partie de la qualité du vin de base. Quand on fait des bulles, on ne va pas chercher la cuve du fond qui nous enquiquine, qui n'a pas mûri, qui n'a pas tout ça. Non, ça se définit avant. La principale différence, alors vous voyez qu'il y a un tronc commun entre les deux méthodes, mais la principale différence entre la méthode Charmat et la gazéification, c'est la date de récolte. En Charmat, vous avez compris, on a une reprise de fermentation, c'est donc les paramètres sont donc forcément plus restrictifs qu'une gazéification. On va pouvoir travailler une maturité optimale. Un soin au pressurage, on y évite la trituration, on presse le plus froid possible, si c'est possible, on sépare les dernières presses, on débourbe proprement avec un collage vis-à-vis des polyphénols oxydés et oxydables, on décolore s'il y a besoin que ce soit décoloré ou on ajuste la couleur d'un rosé. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire un collage bentonite de l'ordre de 30 à 40 grammes hecto, préalablement bien réhydraté, s'il vous plaît, ça marche mieux. Une EFA où là, je vous laisse le soin de travailler votre choix de levure, de turbidité, de température. Si c'est de l'IOC, c'est mieux, mais avec les autres, ça marche aussi. Et si on n'a pas eu le temps de faire le traitement bentonite au débourbage, on peut le faire pendant les premiers remous de l'AFA. La FML est facultative. On invite les gens qui font de la méthode TRAD à la faire. Microbiologiquement, c'est mieux. Mais elle est facultative dans nos deux méthodes. On va simplement gérer le SO2 qui sera une limite des paramètres pour la reprise de fermentation. Assemblage, collage, stabilisation tartrique et calcique. J'aurais dû le mettre, je l'ai oublié. Et on filtre. Pour les paramètres analytiques, là vous voyez très clairement la différence. Méthode Charmat, reprise de fermentation, on est sur un degré maxi de 11,5, un pH supérieur à 2,9. Alors on est sûrement un petit peu large ici. Mais le pH cible, il serait 3,3 à 3,4. On gère le SO2 forcément, 15 de maxi en libre, 100 de maxi en total. Un CO2 aussi, quand on veut faire une prise de mousse sur des vins qui sont trop fraîchement sortis de leur vinification, c'est très riche en CO2. 800 mg de CO2, c'est moitié des levures qui meurent instantanément, dès l'introduction. Donc on est très vigilant par rapport à 600 mg de CO2. S'il y a du sorbat, il n'y a pas d'activité levurienne. Et puis voilà, vous l'aurez compris, la stabilité protéique, oui, un peu mais pas trop, ou assez mais pas suffisamment, et la stabilité tartrique et calcique, impérative. L'inverse avec la gazéification, c'est qu'on le voit,
Il n'y a pas de contrainte, si ce n'est les deux que j'ai évoquées, sur la stabilité tartrique et protéique. Juste, et c'est l'avant-dernière slide, quelques notions de coût, parce que forcément ça compte, c'est le cas de le dire. Une cuve Charma de 120 hectos, c'est entre 30 et 45 000 euros la cuve, selon le niveau d'options qui sont choisis. Il faut penser aux tuyaux qui sont résistants à la pression, parce que forcément, on est en système isobar, hein, donc les tuyaux normaux, ils éclatent. Pour 4 cuves de 120 hectos, c'est environ 5 000 euros de tuyaux résistants à la pression. C'est une donnée après. Puisqu'on a une obligation de passer au froid et de stabiliser tartriquement et de filtrer, j'ai sorti un prix pour une prestation, c'est entre 8 et 10 euros de l'hecto. Il faut penser aussi à la production de gaz quand on est en méthode Charma. Soit il y a un générateur, un compresseur, 25 000 euros, mais il y a une grosse maintenance derrière. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des fuites d'huile du système. Eh ben, la fuite d'huile, c'est l'huile de ménage dans le pec citron, ça écrase la mousse. Donc, il faut être très vigilant sur la maintenance du matériel. La tireuse isobar, je suis désolée, je ne l'ai pas mis ici parce que j'ai eu le prix qu'hier soir, mais c'est environ 30% plus cher qu'une tireuse mécanique. Mais ça se fait, c'est de plus en plus, les investissements se font sur ce type de tireuse. Elle permet de faire et vin tranquille et vin mousseux. Et on parlait de la gazéification du contacteur membranaire. Là, on est autour de 100 000 euros dans l'investissement. On démarre à 30 000, mais évidemment, c'est vraiment lié au degré d'automatisation et à la cadence qu'on souhaite. Il y en a quand même peu de ce prix-là. C'est plutôt autour de 100 000. J'ai noté, moi, 2 fabricants en France. Il y en a peu, mais surtout, il y a énormément de prestataires qui proposent cet outil-là aujourd'hui. On gère le CO2 et on gère aussi l'oxygène et la désoxygénation, qui peut être parfois aussi intéressant.